Alors, bon, ben déjà, bonsoir, bonsoir Mado, bonsoir à tous. Donc, avant de commencer, je tiens déjà à te remercier d'avoir accepté l'invitation pour ce soir et de prendre du temps pour nous, parce qu'en plus, je sais que tu es actuellement très sollicité, notamment par les médias. Oui, là, c'était la journée là un petit peu, oui. C'était la journée marathon média. Ouais. Et donc hier, nous étions à Paris, donc dans la mairie du deuxième arrondissement, pour participer à la première table ronde autour du cannabis à usage thérapeutique, avec notamment des patients, des médecins, des représentants d'associations. Et puis on a pu travailler ensemble autour de ce sujet-là. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je tiens à te remercier toi, et puis Sarah, Fiona, Benjamin, Hélène aussi, avec qui j'ai été en contact au téléphone pour toute l'organisation de cette table ronde, qui a vraiment été un moment très riche pour moi, et puis ça a été, je trouve, très constructive, très constructif, pardon, cette rencontre. Alors avant de revenir sur cette journée, je vais d'abord te laisser te présenter et puis ensuite on abordera différentes questions. Euh, D'ailleurs, vous pouvez aussi, vous en live, poser des questions. J'essaierai de jongler entre l'appel et puis le live. Et puis ensuite, on terminera notre rencontre de ce soir par la journée d'hier pour expliquer un peu ce qui s'est passé et puis ton ressenti. Alors Mado, qui es-tu? Quel est ton rôle dans ce collectif et qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui à en faire partie? Alors, moi, je m'appelle Mado Gilanton, je suis une malade, hein, je souffre d'une syringomyélie et d'une malformation de Chiari. Ce sont deux pathologies rares de la moelle et du cervelet. Et je suis présidente de l'association Apaiser la syringomyélie et le Chiari, qui représente effectivement les patients souffrant de ces deux pathologies, qui sont deux pathologies très douloureuses, avec des douleurs neuropathiques sévères, persistantes, invalidantes, euh, que vous pouvez aussi connaître dans la maladie de Lyme, par exemple. Dans le collectif, en fait, l'idée de ce collectif est née de rencontres entre plusieurs personnes dont je faisais partie. Donc il y avait Sarah, Fiona est infirmière. Sarah travaille sur le cannabis depuis très longtemps dans diverses. Enfin, elle est américaine de formation. Et puis Benjamin et Hélène, et on a travaillé de concert pour monter en se disant il faut qu'on fasse quelque chose pour que l'on entende la voix des patients et que les patients soient au centre du débat et pas en périphérie, même si les patients avaient déjà été interrogés, auditionnés, certains patients avaient l'association de patients avait été auditionnée par le comité scientifique spécialisé temporaire sur le cannabis thérapeutique de l'Agence du médicament. Voilà. Je crois qu'il était très important de faire une réunion comme celle-là, parce que, en fait, moi, je fais partie de l'Alliance Maladie Rare, et au niveau de l'Alliance Maladie Rare, j'avais commencé à faire de l'information auprès de toutes les pathologies qui pouvaient être concernées, c'est-à-dire on se connaît entre nous et on sait les pathologies qui sont douloureuses, qui ont des douleurs sévères, qui résistent à tous les traitements, ou des pathologies où il y a des spasticités, où il y a des dystonies musculaires, et sur lesquelles on savait qu'il y avait des travaux qui avaient été faits à l'étranger. Et puis, au décours de cela, on s'est dit, mais pourquoi scinder, pourquoi pas les autres pathologies qui peuvent être pas rares, hein. Et puis, voilà. Et je crois que c'était intéressant de réunir les patients, les associations de patients qui portaient la voix des patients aussi, pour savoir si on allait dans le bon sens et pour relater après notre ressenti et être force de proposition en fait au niveau du comité actuellement qui travaille actuellement de la commission de l'agence médicaments qui travaille tellement sur le sujet. Voilà un petit peu quels étaient les enjeux de cette réunion. Alors, on reviendra sur la réunion un peu plus tard même si on Moi, a. j'étais un petit peu désignée parce que de toutes ces personnes, je suis malade.
Hein. Je suis à la fois malade, écoutante de malades en tant que présidente d'association de patients, d'une association qui est agréée par le ministère de la Santé, et d'autre part, je suis aussi, j'ai trouvé dans le cannabis thérapeutique la solution à mes douleurs qui n'avaient pas été soulagées par d'autres traitements, par tous les traitements conventionnels. Les douleurs neuropathiques, on le sait, vous le savez, sont des douleurs particulièrement résistantes. Mhm. Alors justement, il faut qu'on, ce soir, il faut que les gens comprennent bien justement ce que c'est que le cannabis à usage thérapeutique et ce qu'on peut en attendre. Tu peux nous en dire Alors, plus? c'est important effectivement de définir ce qu'est le cannabis à usage thérapeutique. Alors, il y a eu une résolution au Parlement européen qui a décidé d'appeler cela le cannabis à visée thérapeutique. Voilà, de façon à ce que tous les pays européens aient le même langage sur la même chose. Mm. C'est-à-dire que ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il s'agit d'utiliser le cannabis plante pour soulager les patients dans certains symptômes. Il ne s'agit pas simplement des douleurs, hein. Bien sûr, on parle beaucoup des douleurs sévères résistantes parce que c'est une grosse population, mais il n'y a pas que ces, j'en parlerai tout à l'heure, il n'y a pas que ces symptômes-là. Il y a des pays qui, depuis plusieurs années, ont légalisé le cannabis thérapeutique, et on ne le sait peut-être pas, mais c'est l'Uruguay qui a été le premier pays à légaliser le cannabis thérapeutique, et ensuite le Canada. Malheureusement, il n'y a pas eu énormément de travaux. Enfin, il y a eu beaucoup de travaux de fait sur le cannabis thérapeutique, mais ils ne sont guère exploitables parce qu'ils ne sont pas reproductibles. Parce qu'il faut se comprendre que la plante cannabis Mm. est une plante qui contient énormément de cannabinoïdes. Je crois qu'il y en a plus de 100. Et il y a aussi ce qu'on appelle les terpènes, qui sont tout ce qui fait que la plante a une odeur, une couleur, mais qui servent aussi à véhiculer les vertus des cannabinoïdes. Mm. Voilà, c'est pour ça que c'est assez compliqué, parce que il peut y avoir de multiples ratios entre les différents cannabinoïdes. Et selon le symptôme que l'on veut soulager, ça ne sera pas le même cannabis en quelque sorte. C'est un petit peu ça qui est difficile, et c'est ça qui fait que les travaux de la commission aujourd'hui doivent être très documentés, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Hein. C'est une commission qui travaille énormément, qui se documente énormément, avec des gens particulièrement brillants. Donc je crois qu'il faut bien que chacun comprenne cela, que c'est pas le cannabis qu'on ramasse dans la rue, c'est pas et qu'aujourd'hui, même en se soignant soi-même en automédication, on peut avoir un jour des résultats de soulagement parce qu'on est tombé effectivement un peu par hasard des fois sur une plante qui a un ratio CBD, THC ou CBG ou CBN, parce qu'il y a énormément de cannabinoïdes, Mhm. et qui correspond, alors que le lendemain on ne sera pas sur la même plante. Et c'est pour ça que c'est un des grands enjeux de la légalisation du cannabis thérapeutique, c'est d'avoir une continuité, une fois qu'on a trouvé le traitement, d'avoir une continuité dans le traitement en question. Voilà. Mhm. Et ça, c'est important de le comprendre. Mhm. Alors, quels sont les effets secondaires de cette plante? Alors, c'est comme tout médicament, même si là, c'est pas appelé médicament puisqu'il n'y a pas d'AMM, mais les effets secondaires, c'est souvent parce qu'il y a eu un mésusage ou un surdosage. Bon, il faut pas oublier des effets secondaires de type somnolence, par exemple, ou des types vertiges, parfois nausées, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a peut-être pas utilisé la bonne composition, la bonne plante en quelque sorte. Je crois que les Israéliens sont à 700 plants, à 700 types de plants Ah oui, aujourd'hui. d'accord. Ouais, c'est Hein. énorme. Donc c'est énorme quoi. Mm. Alors effectivement, on a des patients qui nous disent ah ça a bien marché la première fois, puis la deuxième fois j'ai vomi. Bah c'était pas sur le même
produit, et ensuite il faut savoir où c'est fourni, parce qu'il y a des produits vendus dans la rue qui ne sont pas vraiment de la plante, il faut savoir, où il y a des mélanges. Et c'est contre ça. Si on demande la légalisation du cannabis à visée thérapeutique, c'est justement pour éviter ces dérives, et c'est justement pour avoir des produits sécurs, des produits qui sont bien reproductibles dans leur composition, et des produits qui peuvent, sur lesquels on peut être sûr de ne pas avoir d'effets secondaires, mais aussi des interactions médicamenteuses, parce qu'un patient qui est suivi dans un centre de la douleur, il peut aussi avoir d'autres pathologies. Donc voilà pourquoi on demande une légalisation, c'est pour que effectivement on sache, on assimile bien que le patient prend du cannabis à visée thérapeutique. Moi personnellement, quand j'en ai pris, j'étais suivi par un centre de la douleur, je l'ai dit. Hein. Mais je connais des patients qui disent je ne le dis pas, parce qu'il y a une espèce de honte, où c'est comme ce n'est pas légal à ne pas le dire. Et ça va contre eux en quelque sorte, parce que un autre traitement peut être mis en place qui ne sera pas adapté, qui sera, enfin, avec lesquels il y a des précautions d'emploi avec le cannabis par exemple. Ça répond à la question d'Angélique là en live qui nous demande comment être bien conseillé. Voilà, ça c'est. Alors là, une fois que le produit, parce qu'il faut bien comprendre que maintenant le produit n'est pas encore légalisé, mais il est évident que quand le produit va être légalisé, il va y avoir, alors je ne sais pas ce que la commission va décider pour les prescripteurs, mais il est évident que tout médecin qui devra être prescripteur devra avoir une formation validante sur la question du cannabis thérapeutique. Bon, tout le monde ne va pas devenir expert en cannabinoïdes, parce que c'est un petit peu compliqué, mais au moins ils auront des bases. Hein. Aujourd'hui, je crois que effectivement, hein, on sait, on cherche sur Internet, on retrouve des choses et tout ça, mais on n'a rien de plausible qui puisse dire on a les produits en France, en tout cas, si ce n'est dans certaines associations compassionnelles, qui puissent être, je peux pas dire aujourd'hui, va chercher ton produit là, quoi. C'est la question. Par contre, si, et nous on l'espère fortement, si le cannabis thérapeutique à visée thérapeutique est légalisé, là effectivement on connaîtra les préparations qui correspondent à des résultats sur un symptôme, sur des personnes. Mais ensuite, ça sera peut-être du tâtonnement, comme il y en a aujourd'hui avec des médicaments. Il y a des doses qui correspondent à quelqu'un, qui correspondent pas à quelqu'un d'autre. Et donc, tout ce panel énorme qu'est la plante cannabis pourra être adapté, effectivement. Mais il est évident que au départ, ce sont des médecins formés qui pourront, et c'est notre demande en tout cas, hein, c'est que ce sont des médecins formés qui puissent conseiller et prescrire la bonne préparation, Alors, Voilà. il y a tout un historique de par le monde et puis en France. Tu peux nous faire un état des lieux, nous expliquer un peu la situation en France, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a eu plusieurs articles là aujourd'hui dans la presse par rapport au cannabis, à l'usage du cannabis thérapeutique. Euh, Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Voilà, pourquoi il y a eu cette Aujourd'hui, table je crois ronde? il faut quand même pas être hypocrite. On sait qu'il y a un certain nombre de patients qui utilisent le cannabis à visée thérapeutique. On sait très bien qu'il y a des hôpitaux, qu'il y a des services où il y a un marché des patients entre eux, hein, hors des soignants, parce que effectivement, dans les centres de rééducation fonctionnelle, on en entend parler, dans les centres de cancéro, on en entend parler. Effectivement, les dealers, en quelque sorte, savent très bien qu'il y a une clientèle là-dedans. Hein. Donc, les patients se passent sous le bras les recettes, et c'est comme ça que moi, personnellement, je suis arrivée à trouver quelque chose qui me correspondait. Hein. Mais ça n'est pas, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Un, deux, ça alimente quand même une économie souterraine légale, contre laquelle quand même je crois qu'il est bon de lutter. Et puis trois, eh bien on peut tomber sur un produit qui n'est pas sécure, et le patient peut effectivement avoir un effet secondaire qui peut-être n'est pas terrible pour lui, quoi. Hein, et ça arrive. D'où l'importance d'encadrer tout ça, quoi. Ben, bien sûr, c'est un encadrement, et un encadrement. Moi, c'était mon message quand j'ai été auditionnée
par le comité, c'était de dire la question aujourd'hui n'est pas de savoir si les patients vont utiliser le cannabis thérapeutique ou pas. Les patients sont en train de s'organiser, et s'organisent depuis longtemps d'ailleurs, pour utiliser le cannabis quand il n'y a pas d'autre solution. Donc, si la question est de savoir, est-ce que les professionnels de santé veulent les accompagner ou ne veulent pas les accompagner? Hein. Est-ce qu'on veut soulager la souffrance et d'autres symptômes chez les patients qui sont en impasse thérapeutique, ou est-ce qu'on ne le veut pas, alors même que ce soit en Israël, que ce soit au Canada, aux États-Unis maintenant, ça commence sur l'Allemagne, il y a des études qui commencent à montrer effectivement qu'il y a des efficacités avec le cannabis à visée thérapeutique. Alors, il ne faut pas non plus penser que ça va être le miracle qui guérit tout. Mais néanmoins, si cela permet de soulager encore plus de personnes, moi je pense aux douleurs neuropathiques où il faut quand même traiter 7 patients avant d'en avoir un qui réponde de façon partielle, c'est-à-dire qu'il y en a 6 sur le carreau. Je dis que si le cannabis thérapeutique permet de descendre ne serait-ce qu'à 3 patients Mm. pour qu'il y en ait un qui réponde, on aura quand même gagné sur la souffrance des personnes. Voilà. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu attends comme avancée dans les prochains mois, dans les prochaines semaines? Alors là, la commission avait déterminé en décembre un certain nombre d'indications, hein, qui étaient les douleurs réfractaires au traitement, les épilepsies sévères résistantes au traitement, il y avait les soins palliatifs, oui, alors je n'ai plus de mémoire, oui, les supports de soins en oncologie, les situations palliatives et la spasticité douloureuse de la sclérose en plaques. En avril, le comité qui continue de travailler, qui continue à fouiller la bibliographie scientifique qu'ils ont à leur disposition et qui est très importante, même si elle n'est pas de bonne qualité, elle est très importante, a décidé par exemple dans les spasticités pourquoi les réduire aux scléroses en plaques. Et ils ont dit les spasticités, y compris non douloureuses, des autres pathologies. On voit que ça avance. Ils ont ouvert aussi à dire cela pourra être ouvert à d'autres pathologies selon les avancées scientifiques. Donc effectivement, on peut se dire que on a un comité qui est ouvert tout en restant scientifique, tout en restant prudent, mais qui est ouvert. Et nous patients qui sommes à l'écoute des patients et qui savons au quotidien quelles sont les difficultés d'approvisionnement et tout ça, nous pouvons peut-être dire voilà ce qui se présente. Parce que, par exemple, dire on met ça que dans les centres antidouleurs, moi je suis dans une ville où mon centre antidouleur me demande 8 mois d'attente. Hein. Et je suis pas la seule comme ça. Donc tout le monde n'a pas un centre antidouleur à côté de chez lui. Mm. Donc c'est des choses qu'on peut pas qu'il faut discuter. Il faut dire que de façon pratique, ça laisse sur le carreau beaucoup de patients, et avec le danger que, étant donné que la commission aura mis en avant que certaines indications sont tout à fait intéressantes pour le cannabis plante, ben les patients vont encore plus aller sur le marché noir. Donc c'est ça l'intérêt, c'est que s'il y a une expérimentation, il faut qu'elle couvre une large population Mm. et qu'il n'y ait pas dans cette population un rejet à cause de moyens financiers. Donc ça veut dire qu'il faut aller sur une demande de remboursement des traitements, et qu'il n'y ait pas un rejet à cause d'une situation géographique, parce que déjà il y a des inégalités quand même de prise en charge sur le territoire, il ne faut Mm. pas, Bien sûr. le négliger, mais il ne faut pas non plus ne pas le prendre en compte. Donc c'est important de savoir ça. Donc, Et ça, c'est des choses, c'est des paroles que les patients peuvent porter, parce qu'ils le vivent au quotidien déjà dans la pratique d'aujourd'hui. Donc c'est là-dessus que les patients peuvent aller. donc aujourd'hui, on est quand même encore en pleine négociation avec Exactement. les autorités sanitaires françaises, ouais. Alors, il y a la commission continue les auditions. Ils font ça de façon très, comment dire, très pragmatique. Ils ont auditionné les sociétés savantes. Toutes les sociétés savantes interrogées lors de la dernière audition sont pour une expérimentation du cannabis à visée thérapeutique. Il n'y en a pas une qui a émis des réserves.
Donc là, on parle de sociétés savantes de spécialité. On parle, voilà. Ensuite, ils auditionnent aussi les expériences et les chercheurs. En particulier, ils ont auditionné la Hollande, l'Israël, puisque l'Israël est quand même très en pointe sur la recherche. Et puis, ils vont auditionner aussi maintenant les industriels pour savoir quelles sont les formes qui peuvent être mises à disposition, en sachant que dès décembre, il a été éliminé la forme fumée. Moi, quand j'ai été auditionnée en novembre par la commission, j'avais demandé pour les maladies rares, on avait dit qu'on préférait avoir d'autres formes que la forme fumée, parce qu'on ne peut pas à la fois dire qu'on fait une prévention du tabac et se mettre à dire fumer c'est bien. Mais il y a d'autres formes qui sont disponibles, en particulier la vaporisation, la fumigation qui est peu connue, et puis il y aura des formes de gélules, des formes d'huile à mettre sous la langue. Voilà ce qu'ils veulent. La prochaine commission, il me semble, effectivement entend tout ce que les producteurs de cannabis peuvent mettre à disposition comme forme galénique pour les patients. Après, la question sont, est-ce qu'on fait comme en Allemagne où les fleurs d'un type arrivent chez le pharmacien et c'est le pharmacien qui fait la préparation magistrale? C'est encore une question en suspens. Voilà. Ça, dont j'ai pas la réponse. Donc très concrètement, le cannabis à usage thérapeutique, il pourrait être disponible en France quand, d'après toi? Alors, moi, je pense que l'expérimentation, enfin, la commission espère une expérimentation qui pourrait démarrer fin 2019, début 2020. Là, normalement, les patients, enfin, les parties prenantes vont être réauditionnées sur le projet fin juin. Et ils devraient rendre leur copie en fin d'été. Mais ils vont pas beaucoup prendre de vacances entre-temps, à mon avis, parce que c'est quand même un boulot colossal. Oui, c'est assez énorme. Je pense qu'on a abordé quand même pas mal de points. Il y a eu quelques questions en live que je vais essayer de parcourir. Alors il y a des expériences de personnes qui témoignent de l'usage du CBD par exemple. Et il y a une question de Régis qui nous dit quelle est la position des laboratoires et quand sera-t-il quand y aura-t-il des protocoles de prescription? Alors, moi, je suis bien en mal de répondre à cela. Alors, la position des laboratoires pharmaceutiques, pour l'instant, il y a quelques laboratoires pharmaceutiques qui ont des produits, mais qui sont des produits, même si il y en a qui sont qui ont extrait de la plante, c'est le cas du Sativex ou de l'Epitolex. Mais par contre, il y a encore aussi des cannabis synthétiques, comme le Marinol. Mais pour l'instant, en tout cas, les laboratoires, je pense, mais c'est une opinion tout à fait personnelle, sont sur le pied de guerre, parce que c'est quand même une manne qui va arriver. Et après tout, si ça aide la recherche, pourquoi pas, mais il y a aussi les industriels du cannabis qui sont sur le pied de guerre. Et il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des associations qui faisaient du cannabis à titre compassionnel et qui ont beaucoup aidé les patients et qui continuent de beaucoup aider des patients et qui sont précieux dans ce qu'ils peuvent apporter de l'expérience sur tel ou tel symptôme. Peut-être que telle ou telle plante est meilleure, enfin tel plan en quelque sorte est plus indiqué qu'une autre. Donc là, les labos, bon, il faut pas se faire dire. Enfin, je pense qu'effectivement, ils vont commencer à regarder de près ces choses-là. Enfin, à mon avis, ils auraient tort de pas le faire. Bien sûr, bien sûr. On va terminer sur la journée d'hier. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ouais, comment tu as ressenti les choses hier? Qu'est-ce que tu en attends et quelle va être la suite? Alors, moi, pour la journée d'hier, j'ai trouvé que c'était très riche, parce que c'était très intéressant de faire un tour de table. On était une quarantaine, et de voir que
de chaque parole, de parole de chaque patient sortait une idée. Comme quoi, des choses qui n'avaient pas été encore dites. Et ça, bon, après, c'est vrai on reparlait de la sécurité, de la disponibilité du produit, Mm. de qui allait prescrire. Et effectivement, la majorité des patients autour de la table et des associations de patients ont souligné la difficulté qu'il y avait à l'heure actuelle d'avoir des rendez-vous avec des spécialistes, à condition que ceux-ci soient formés, à condition qu'ils veulent prescrire le cannabis, parce qu'il y a toute cette notion-là aussi. Hein. Et donc, et quand même, aujourd'hui, où on dit que le médecin généraliste doit être au centre du traitement, il va être difficile de s'en passer quand même. Bien Voilà. sûr. Hein. Mm. Et en particulier, en se disant, on met une première prescription au médecin spécialiste, et puis après, voire hospitalier, et puis après, on met chez le généraliste. Mais le généraliste, il va prescrire quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc, effectivement, la formation, et ça, c'est revenu pratiquement dans chaque intervention, il faut que nos médecins soient formés. Et là, effectivement, c'est une organisation et quelques médecins dans la salle ont rappelé qu'il existait ce qu'on appelle des FMC, hein, des formations médicales continues, Mm. des groupes de formation médicale continue, et que, eh ben, effectivement, c'était le moment de de les contacter ou de voir quelle était la meilleure façon de diffuser des formations sur tout le territoire et ne pas penser effectivement au Luxembourg typiquement ils ont formé 250 médecins. Le Luxembourg c'est la grosseur d'un département français. Hein. Mm. Donc voilà, multiplions par 100. Et c'est vrai que effectivement la formation en présentiel est souhaitable parce qu'il y a des questions-réponses, parce qu'il y a plein de choses qu'il faut expliquer et que c'est pas avec un MOOC comme on dit que ça va pouvoir se faire. Mais néanmoins, il y a des structures en France qui font que les médecins se forment et s'informent. Donc c'est ces réseaux-là qu'il faudra sans doute utiliser. Mm. Après, ce sera à mon avis, enfin, j'en sais rien, mais je pense que c'est quand même une formation un peu continue parce que justement, il va y avoir Oui. de la recherche, il va y avoir. Oui. Oui, bien sûr. Et puis on continue de chercher. Hein. Là, sur les symptômes, moi, je parle beaucoup de la douleur, mais il y a l'épilepsie, bien sûr, qui ne répond pas au traitement. Il y a les spasticités aussi. Et puis, il y a des indications, comme on voit la maladie de Dravet qui se dessine parce il y a quand même des expérimentations à l'étranger. Il y a plusieurs pathologies, puisque le système endocannabinoïde et surtout notre corps, hein, qui peuvent profiter de cela. Mais il ne faut pas non plus penser que que le cannabis va guérir tout, quoi. Il est évident qu'il faut pas non plus qu'il ne faut pas en faire un miroir aux alouettes en quelque sorte. Hein. Mais en particulier sur des choses dans la douleur neuropathique réfractaire, c'est là qu'il y a le plus qu'il y a des études de plus haut niveau en fait, hein, scientifiques. C'est un apport évident et y compris aussi dans les pathologies inflammatoires. Mm. Moi, hier pendant, à la fin de notre rencontre, j'ai été très touché par le témoignage de ce papa qui se bat pour son fils, pour le soulager et qui a obtenu de vrais résultats, quoi. Ça, c'est vrai que ça m'a évidemment beaucoup C'est touché. Sébastien Cotte. Alors, Sébastien Cotte est un Français qui habite aux États-Unis et qui avait changé d'état pour pouvoir soigner son fils qui est atteint d'une maladie mitochondriale, la maladie de Lee, qui est une maladie extrêmement rare, qui lui donne énormément de crises d'épilepsie. Et il a réussi à réduire le nombre de crises d'épilepsie à 3 par jour alors qu'il était à 20 par jour. Et c'est vrai que moi, Sébastien, je le connais parce que je l'ai rencontré hein, dans un événement Mm. Europa Cannabis. Et c'est vrai que c'est à chaque fois qu'il le raconte, et pourtant Dieu sait s'il en témoigne, on sent Mm. qu'il a les larmes qui montent aux yeux, quoi, Mm. parce que effectivement, quand son gamin a recommencé à les suivre des yeux et a commencé à esquisser des sourires, ben effectivement, il s'est dit que c'était gagné, enfin que c'était gagné. Il a une maladie de toute façon très grave, hein, Mm. mais au moins il arrive à le soulager. Alors Sébastien connaît très bien les traitements qu'il faut que son fils prenne, et il expliquait là qu'ils sont revenus dans leur état, mais que entre le moment où il va chercher les traitements dans un état, je crois que c'est en Californie, il survole des états où c'est pas légalisé, et donc il se met en danger à chaque fois, quoi. Hein. Mais c'est quelqu'un qui parcourt les États-Unis pour porter cette parole-là. Mm. Mm. Et
ça c'est parti de travaux qui ont été faits sur l'épilepsie sévère de l'enfant, euh, et dans lequel, d'ailleurs, il y a une étude avec un produit, mais du coup pharmaceutique, l'Epitolex, qui est quand même un extrait de plante, qui est fait en ce moment en équerre, hein. Hmm. Alors, on va prendre une question dans le live. Il y a Nathalie qui nous demande, oui, mais à la longue, n'y a-t-il pas une dépendance? Alors, qu'est-ce que ça veut dire une dépendance? Euh, je- euh, Si c'est dire, alors il y a quand même des échelles, hein, sur ce qu'on appelle la dépendance, sur les produits qui rendent addicts. Il y a des échelles. Le cannabis est 20 fois moins addictif que l'alcool Hmm. et 10 fois moins addictif que les opiacés que nous mangeons tous les jours, nous, hein. Hmm. Moi, j'ai eu un sevrage de tramadol assez difficile, hein. Hmm. Donc, le cannabis fait partie des substances beaucoup moins addictives que les benzodiazépines également. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas des Oui, addictions, je hein. comprends. Mais néanmoins, c'est pas le produit qui rend les patients les plus addictifs, en Ouais, tout cas. je comprends. Franchement, moi, quand j'ai pas mal, j'en prends pas, ça me manque pas, hein. Hmm. Après, est-ce que l'on est dépendant d'un traitement qui soigne sa souffrance, ou est-ce qu'on est dépendant de la, de, la- de la substance en quelque sorte? Hmm. Alors c'est simple. Si le traitement vous soulage, bah, effectivement, vous allez continuer à le prendre. Mais si vous avez besoin de prendre le traitement alors qu'il ne vous soulage pas, parce que sinon Hmm. vous avez des réactions physiques qui correspondent à un manque, là on peut dire qu'il y a des dépendances. Et cela, avec le cannabis, il n'y en a pas. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il n'y a pas de dose létale au cannabis, Hmm. alors qu'il y en a une aux opiacés. Hmm. Ok, alors je vois qu'il y a encore une dernière question, on va la prendre et puis après je pense qu'on s'arrêtera là. Alors, je te demanderai juste avant de nous dire si tu veux rajouter quelque chose, mais on va prendre la question de Nathalie. Alors Nathalie, hop là. Est-il aussi addictif que les morphines ou autres médicaments que l'on peut nous donner? Bon, bah tu as Bah, je répondu. viens d'y Ouais, répondre. tu as Et répondu, ouais. là, par Hmm. contre, il y a vraiment une échelle, hein. Il y a une échelle qui montre nettement que non, hein. Hmm. Nettement que non, Hmm. effectivement. Très Bah, du bien. moins, d'effets secondaires, quand même, on parlait d'effets secondaires, il peut y en avoir, mais pour ceux qui prennent des morphiniques ou qui prennent des gabapentines ou qui prennent du tramadol, moi je vous dirais que des bad trips, j'en ai fait avec du tramadol et de la gabapentine à des doses importantes, je n'en ai jamais fait avec du cannabis, hein. Hmm. Donc, alors effectivement, hein, il peut arriver le surdosage, et ça, c'est lié au fait que ce soit pas légalisé et qu'on n'est pas sur des produits qui sont standardisés. Euh, Parce que effectivement, bah, ce que racontait quelqu'un dans la salle hier, elle disait, bon, elle apprenait, ses enfants lui avaient fait des space cakes, et il y a sans doute un space cake où il y a eu un grumeau plus important que l'autre, et puis ce jour-là, bah, effectivement, elle a un petit peu décollé, quoi. Mais ça devrait pas arriver s'il y a une légalisation du cannabis et que c'est bien entouré, hein. Voilà, Hmm. c'est aussi une des raisons. Hmm. Bien sûr, bien sûr. Mm. Alors, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose par rapport à tous Oui, je les crois points? il y a une notion qu'il faut comprendre dans la création de de ce collectif d'espoir impatient, c'est que bien sûr on porte la parole des patients en disant que voilà ce à quoi on va se heurter, parce que effectivement des fois les gens qui sont dans l'intérieur du milieu du microcosme médical ne voient pas ce qui se passe sur le patient lambda qui habite loin de toute chose, ou même en pleine ville où quand il n'y a pas de médecin. Mais il y a aussi une autre chose sur lequel on veut agir, c'est sur l'impulsion politique, réellement. Une réelle impulsion politique qui permettra de d'une part de faire cette expérimentation, parce que pour l'instant le comité travaille dessus, mais tant qu'on n'a pas changé la loi
pourra pas être mise en place. Hein. Mhm. Donc il faut une réelle volonté politique, et on sait qu'il y a des politiques qui sont pour et il y a des politiques qui sont contre, hein. Et aussi qui permettent une recherche scientifique, c'est-à-dire qui en donnent les moyens. Oui, bien sûr. Mhm. Et ça, il faut que ça se mette là en place, là, avant l'expérimentation, ce genre de choses. Qui donnent les moyens, même peut-être des moyens, c'était des demandes aussi qui ont été faites au Parlement européen, hein, c'est-à-dire que peut-être que on n'est pas obligé d'inventer la roue chacun dans notre pays, quoi, hein, pourvu qu'elle soit ronde et qu'elle permette à chacun d'avancer, Bien sûr. c'est ce qui compte, hein. Ouais, bien sûr. Et puis, on veut. Le CSST a tendance à penser qu'il faut garder le cannabis en dernier recours. La question, nous, on voudrait qu'il soit intégré complètement à la pharmacopée, parce que si c'est dernier recours derrière des opiacés, enfin, on connaît tous les effets secondaires des opiacés et on connaît les dangers aussi des opiacés. Mhm. Donc, pourquoi réserver, parce qu'il sera le dernier arrivé, un produit en dernier recours? On voudrait qu'il soit intégré pleinement à la pharmacopée en amont, plutôt qu'un traitement de dernier recours. Voilà. Et puis, autoriser aussi les formes de préparation qui sont toutes les formes de préparation qui peuvent être issues de la plante, hein, de façon à répondre à la diversité des types de patients. Voilà. Mhm. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps, pardon, de répondre à nos interrogations. Je t'en prie, hein, c'est notre mission. Ouais, je pense Faut que c'est, l'accepter. ouais, je pense que c'était, voilà, c'est quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui, la communication autour de tout ça. Moi, j'avais, ouais, j'avais pas, voilà, j'avais une vision une certaine vision du cannabis et heureusement, grâce justement à cette table ronde, aux différentes rencontres que j'ai pu faire, c'est vrai que ça me permet d'avoir une autre approche et d'avoir compris beaucoup de choses. Bien Euh, sûr. mm, Alors, je ne sais pas si je voulais juste rajouter cela. mm, Je ne sais pas si tu as noté la moyenne d'âge. Contrairement à ce que nous assènent en ce moment quelques écrits dans les journaux, parce qu'effectivement la vieille garde est en train de nous attaquer, la moyenne d'âge dans la salle, elle était alentour de 50 ans. oui, oui. On n'avait pas des petits jeunes de 12 ou Non, non, 15 ans, comme on veut bien nous le faire croire, pas du tout. qui qui essayaient de se dire je vais avoir du cannabis. On n'est pas du tout. Et ça, c'est important de faire le distinguo. J'ai été interviewée tout à l'heure par une radio de pharmacien et il me disait oui, mais les jeunes. Mais j'ai dit écoutez, si vous êtes pharmacien derrière votre comptoir et que vous donnez une ordonnance de cannabis à un jeune qui est devant vous, est-ce que vous allez le faire? Non. Donc vous êtes, vous, les garants de ça. Et effectivement, là, les gens qui étaient là hier, c'était beaucoup de gens souffrants, hein, Mm. chacun à son niveau, chacun avec ses problématiques, ses symptômes, mais ça n'était pas des jeunes qui venaient chercher un amusement. On avait des histoires de souffrance quand même, hein. Oui, bien sûr, non, non, mais voilà, c'était médical, quoi. Enfin, c'était pas. Hmm. Non, non, mais c'est important de le souligner. C'est important de le dire. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Bah écoute, je te remercie beaucoup, Mado, d'avoir partagé ce moment avec nous. Je t'en Euh, prie, on c'est moi qui te partagera, remercie. ouais, on partagera la vidéo sur nos différents réseaux. On la mettra aussi sur YouTube évidemment, et puis voilà, on va mettre D'accord, ça sur notre site on va internet. nous les partager aussi, hein. En tout cas pour la syringomyelie et le carie, et je pense que d'autres maladies, d'autres associations qui étaient là présentes vont le faire aussi certainement. Ok, Voilà. super. Merci en tout cas aussi pour ton action, parce que c'est vrai que la lutte est difficile aussi sur la maladie de Lyme et c'est pas toujours simple, hein. Oui, la maladie de Lyme, c'est hyper compliqué. Voilà, aujourd'hui, de toute façon, on voit très bien notre niveau que voilà, il faut, il faut qu'on se rassemble un maximum. Et c'est ce que vous êtes arrivé à faire à travers ce collectif. Et il faut que nous aussi, aujourd'hui, on arrive à se fédérer, à s'organiser pour porter
plus haut niveau, voilà, tout ce qui est en train de se passer, et toute cette problématique. Voilà, mais bon, c'est vrai que bon, si le cannabis peut soulager certaines personnes, c'est important aussi d'apporter, voilà, de donner la parole, et puis que chacun puisse prendre les informations. Après, chacun fait comme il veut, mais voilà, nous, on est là pour transmettre l'information, et c'est ce qu'on essaye de faire à travers bah, ce live ce soir, et puis voilà, ma présence à cette table ronde. Voilà. Je te remercie beaucoup, et puis de toute Merci façon, Mathias. on reste en Merci. contact, On reste en contact. et puis à très bientôt. À très Merci, bientôt. Bonne soirée. Au revoir. merci, au revoir. Voilà, donc ce live est terminé. J'espère qu'on a répondu à vos interrogations. Voilà, je vous remercie tous d'avoir été présents. Vous avez été assez nombreux ce soir. Voilà, restez connectés. Rendez-vous donc le 10 pour ceux qui pourront venir, le 10 mai à Paris devant le tribunal. Parce que comme vous le savez, on est convoqué, donc on est trois à être convoqués suite à notre action du 10 avril pour un rappel à la loi. Voilà. Merci à tous, et puis bah, passez une très bonne soirée, et à bientôt. Prenez soin de vous.